Votre nom? Chalumeau Simon. Vous passez chez le sous-officier de permanence. Ton premier rôle, tu avais 19 ans. Chalumeau, c'est un personnage qui compte pour toi? Évidemment. Chalumeau, ça compte parce que c'est mon premier rôle au cinéma, que c'était un très beau rôle, que c'était un rôle dont j'étais très proche, où je me suis senti proche en tout cas, et puis que c'est la première fois de ma vie que je tourne 40 jours d'affilée, que voilà, c'est là que j'apprends mon métier en fait. J'avais tourné un peu avant, j'avais fait des téléfilms avec des rôles un peu importants, mais évidemment moins. Et donc voilà, ça reste pour moi une histoire merveilleuse. Moi, je me suis senti Chalumeau à chaque instant, je pense. Une empathie absolue et une identification, oui. L'armée, je la quitterai, mais sain de corps et d'esprit. Je veux vous prouver que j'ai toute ma lucidité. Et comment, jeune exalté? En travaillant, en me classant bien au concours, en tâchant d'égaler les meilleurs. Je suis sûr que je peux le Et faire. finalement, l'adolescence de Gibault, enfin en tout cas la guerre, etc., c'est 30 ans, 20 ans avant ma naissance, c'est 30 ans avant, 40 ans avant le tournage du film. Donc cette histoire-là, on sait ce que c'est, quoi. Et puis moi, j'étais à l'époque assez antimilitariste, assez révolté. J'ai quitté le lycée en faisant une fugue. Donc oui, il y avait du Chalumeau en moi. C'est un révolté aussi, Chalumeau. T'étais aussi révolté? Oui. Probablement pas de la même façon, mais pas loin, oui. Mais Gibault l'était aussi. Hein. Gibault, c'est son histoire, Nos enfants. En gros, c'est un roman autobiographique. Hein. Il a changé un peu des choses, des noms, tout ça, mais c'est quand même très, très autobiographique. Et donc, je partageais cette révolte-là avec Gibault, oui. Une espèce de refus absolu de l'autorité. C'est pas fort, de se payer la tête des Bleus. Y a pas de quoi être fier parce qu'on marche au pas ou qu'on sait faire demi-tour. Les Bleus, faudrait plutôt les plaindre. Ils savent pas que quand ils arrivent ici, c'est pour en dérouiller pendant 3 ans. Sous les ordres d'une bande d'abrutis comme le sergent Biotet. À cet âge-là, à 19 ans, ayant déjà tourné un peu, puis encore une fois, ce processus d'essai et tout, quand on arrive sur un plateau, je me sentais légitime à ma place. Donc effectivement, un peu de trac probablement au début, mais pas plus que ça. J'avais beaucoup plus le trac 10 ans après, quand je tournais 10 ans après. Moi, j'ai commencé ma carrière d'acteur sans trac et je l'ai terminée avec le trac. C'est sans doute pour ça que j'ai arrêté. Alors, t'es content? Vous entendez, les gars? Là, j'ai pas encore dérouillé le chalume. Pas fort pour un anarchiste, hein? Tu ramènes ta grande gueule ici? Ouais, je ramène ma gueule. Et toi, tu l'as vu la tienne? T'as vu ta gueule? Non, mais tu l'as vu ta gueule! Mais je vais te la montrer, moi, ta gueule! Mais regarde-toi, mon Dieu! Tu te vois là, oui! Mais regarde ta gueule, mon Dieu, Pétrus, regarde là! Regarde-ta bien ta tronche, Pétrus! Pommade là, gomine là! Hein? Mais t'auras toujours cette sale tronche de militaire, abruti, baiser de... Depuis là, Chalumeau, tu l'as toujours, toi, ou pas? Différemment, on n'est pas révolté de la même façon à 50 ans qu'à 19 ou à 16. On vieillit, on change, et donc les révoltes changent aussi. Et puis l'analyse d'une situation, du monde, le regard qu'on a sur le monde change aussi, donc les révoltes changent, oui. L'adjudant Veillard a obligé Baptiste à grimper sur la passerelle. Baptiste avait peur du vide. Le vertige, vous comprenez, mon capitaine? L'adjudant l'a obligé. Je peux en témoigner. L'adjudant n'a pas le droit de faire ça, mon capitaine. C'est écrit dans le règlement de l'école. Cela suffit, Chalumeau. Je ne tolérerai pas qu'on s'en prenne au gradé. Et en particulier à l'adjudant Veillard, qui est un chef... Probablement celui qui m'a le plus marqué, c'était Carmet, parce qu'il jouait mon père, déjà. Et puis, il avait quelque chose de... je ne sais pas comment définir ça, d'à la fois très, très proche, très sympathique, très chaleureux, courtois, etc. Et en même temps, c'était un acteur, quoi, avec une histoire, avec une vie à part. C'est un personnage en soi, Carmet. Je me souviens de lui et Jean-Marc Thibault, par exemple, la scène du café entre lui et Jean-Marc Thibault. Le tournage, ça avait été une journée merveilleuse de voir ces deux acteurs qui avaient un passé commun, qui se racontaient des histoires, qui rigolaient, qui tout à coup, et être avec eux, et être considéré par ces gens-là comme
pas comme un égal, parce que j'avais pas le même âge, etc., et pas la même carrière, mais en tout cas comme quelqu'un de légitime et quelqu'un à sa place. Et tout d'un coup, ça a une importance énorme pour un jeune acteur, d'être considéré par les autres, quoi, enfin par les plus vieux. Oui, ça a été important. Bien que je te présente à mon pays, parce que Pradier, il est du même pays que ton papa, il est de la Lozère. Alors dis-y bonjour et fais-y un beau salut. Oh non, 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 pas la peine de saluer. Bonjour Simon. Bonjour, monsieur. Alors, content d'être de retour à la maison, hein? Ça vaut mieux que de faire le pitre dans une caserne, pas vrai? Ah, il a des drôles d'idées, ton père, hein? C'est le seul aigle d'Afrique qui lui a tapé sur le ciboulot. Sacré Pradier, toujours les mêmes couillonnades. Il changera pour le monde, hein? Avoue que ça n'a pas de sens ce que t'as fait là. On n'oblige pas son gosse à être militaire toute sa vie, mais reconnais-le, bon Dieu. Tu connais mon opinion là-dessus, hein? On en a assez causé. Oui. Moi, j'ai jamais dépassé les bornes parce qu'on est de la Lozère tous les deux, puis parce que je suis commerçant. Et il faut que je respecte les idées de la clientèle, mais quand je te vois arriver là, avec ton fils, habillé en Mardi Gras, ça me fout hors de moi. Il y a des limites, merde. Oui, écoute. Non. Mais quand on est acteur, on apprend de tout. Tout ce qui... On fait feu de tout bois, quoi. Et en plus, à cet âge-là, quoi, c'est... Un premier tournage, moi j'avais fait un peu de cours de théâtre, de comédie, mais un tournage c'est différent. C'est dans un cours de comédie, on peut travailler la même scène de 3 minutes pendant un mois et demi, un peu toutes les semaines, etc. Là au cinéma, non. On arrive le matin et puis le soir, la scène elle est pliée, dans le meilleur des cas. Parfois c'est 2 heures et on ne revient pas dessus après. Et donc il faut apprendre très très vite, il faut comprendre. Il y a la technique qui est différente, qu'on n'apprend pas vraiment dans les cours de théâtre. Donc tout à coup, il faut être dans ses marques, il y a la lumière, il y a le son, il y a... voilà, faut savoir, il y a les raccords, le rythme. Et donc il faut comprendre tout ça très très vite et l'appliquer très très vite. Et donc heureusement, quand on est jeune et quand on commence jeune, tout ça on l'assimile très très vite. Allez, en garde, anarchiste. Votre discours est une insulte à l'armée française, debout. Vous n'avez pas le droit de me frapper. Vous insultez vos camarades. Chalumeau, vous savez ce qui se passe si je fais mon rapport au capitaine Chalumeau? Le cachot. C'est le cachot ou la boxe, Chalumeau, choisissez. Oui, je me souviens bien, la séquence avec Stévenin. C'est marrant parce que il avait tellement peur de me faire mal, Jean-François, que j'étais presque plus à l'aise que lui. Moi. Encore une fois, à 20 ans ou 19 ans, on n'a peur de rien, quoi. Et puis, j'avais pas peur. Enfin, je faisais suffisamment confiance à Jean-François pour savoir qu'il ne me mettrait pas un pain dans la gueule. Donc, c'est aussi bête que ça. Et donc j'avais tendance à aller plutôt vers lui que l'inverse, quoi. J'étais un peu inconscient, donc je m'en suis pris une à un moment, mais il y était pour rien, quoi. Et puis une raisonnable, hein. Il n'y a pas eu de dommage. Mais... Mon seul souvenir de moments éprouvants, c'est le dernier plan du film. C'est quand la voiture brûle, que je suis allongé à côté. Et d'un côté, il y a la voiture qui brûle, qui n'est pas très loin. Donc c'est très chaud sur une moitié du corps et c'est très froid de l'autre côté parce qu'il faisait moins 20. Mais voilà, il n'y avait rien de... J'ai jamais eu l'impression d'être ou en danger ou de me faire mal. Non, c'était un tournage respectueux quand même. Ah, c'est une mélancolie terrible, hein. C'est le retour à la vie normale, quoi. Un tournage, c'est une parenthèse quand même dans la vie, hein. C'est surtout pour un acteur. Mais tout à coup, c'est pas quand on va en refaire un. Et puis même le retour à la vie normale, quoi. Faut faire les courses. Enfin, je sais pas. À l'époque, je vivais dans une chambre de bonne avec un robinet d'eau froide. Là, je venais de passer 2 mois dans des hôtels confortables avec une salle de bain. Je pouvais prendre un bain chaud le soir et tout. Rentrer dans ma chambre de bonne, c'était pas drôle. Mais c'était pas le pire. Le pire, c'est tout à coup de quitter. Voilà, une ambiance de tournage, du travail, cette aventure extraordinaire et revenir au quotidien. Oui, c'était un peu dur. Et en même temps, bon, voilà. Donc le film est sorti en 81, je crois en mars. Et donc 2 mois avant l'élection de François Mitterrand.
Ce qui était drôle d'ailleurs, parce qu'on faisait des émissions de promo dans des radios qui étaient pirates encore. Et donc, on était en pleine interview, tout à coup, il y avait un coup de téléphone qui disait « Attention, il y a une voiture Gogno ». Donc, on arrêtait l'émission, on coupait les émetteurs. Enfin, les gens qui faisaient la radio coupaient les émetteurs et tout. Et puis, autre coup de téléphone, 5 minutes après, la voiture est passée, vous pouvez reprendre. Et hop, il relançait l'émission. Et il y avait un côté clandestin, comme ça, qui allait bien avec le film et avec Boisset. Et donc, à un moment, on va faire un débat à Villejuif. Et, je sais pas, 90% de la salle, c'était une section des jeunesses communistes. Donc le débat commence, mais alors, là, applaudissements, tonnerre d'applaudissements, ils avaient beaucoup aimé le film, enfin tout allait bien. Et puis après, c'était un petit peu après l'invasion de l'Afghanistan par l'armée soviétique. Et puis, je sais pas, après une demi-heure de débat, il y a un mec qui dit « Mais si je vous comprends bien, dit-il à Boisset, votre film est un film antimilitariste ». Boisset dit « Mais oui, bien sûr ». Et il dit « Mais et les armées populaires alors ?» Et Boisset dit « L'histoire nous apprend qu'une armée populaire, très vite, se transforme en armée d'occupation. » Et là, ça a été terrible, en tollé, on a failli partir sous protection, tellement c'était... le débat est monté, parti dans tous les sens, c'était assez drôle, ouais, assez... En fait, c'est comme si tu avais fait tes classes au cinéma. Oui, exactement. Et après, tu retournes, entre guillemets, dans une espèce de vie normale. Ouais, c'était pas drôle d'y aller. Je l'ai vécu mal, évidemment. Mais voilà, puis je l'ai fait en Belgique, puis c'était quand même 5-6 ans après, donc 6 ans après, je crois, 5 ans après. Et c'est un service militaire, quoi. Mais je regarde plutôt... Enfin, le début était... c'est le départ, quoi, qui est très dur. C'est se dire qu'on part pour un an. C'est quand même... Enfin, 10 mois à l'époque en Belgique. Et donc, ouais, ça me faisait pas rire du tout. Une fois que j'y étais, une fois que les classes ont été passées, les 3 premiers mois ont été un peu pénibles. Et puis après, cette année-là, j'ai été nominé au César. Pour le film de Chabrol, Poulet au vinaigre. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. La renommée aide beaucoup dans ces cas-là. Et donc, on m'a aménagé un peu mon service militaire. Mais les 3 premiers mois avaient été plutôt... normaux, quoi. Enfin, ils avaient été normaux. Ouais, donc tu étais quel type de soldat Pas aussi insoumis que Chalumeau? Pas très soumis quand même. Hein. Mais je passerai sur les détails. Non, c'était... ouais, j'étais pas un très bon soldat. Enfin, j'étais un soldat assez comme Chalumeau, en fait. C'est-à-dire assez bon soldat, et puis... Enfin, assez bon soldat. Qu'est-ce que ça veut dire? En temps de paix, ça ne veut pas dire grand-chose, de toute façon. Mais j'étais pas une bourrique, j'étais pas particulièrement chiant. Alors, en même temps, j'étais pas particulièrement... pas très soumis non plus, et donc capable de foutre la merde, quoi. Parce que pour moi, à l'époque, en tout cas, dans la conception que j'avais de la société, l'armée, la police, la gendarmerie étaient des outils du pouvoir pour s'en assurer, quoi. C'était pour maintenir l'ordre public, et l'ordre public n'était pas forcément, à mon sens, démocratique. Une armée, effectivement, une armée même populaire peut devenir une armée d'oppression, une armée capable de putsch. Enfin voilà, c'est le pouvoir des armes, quoi, le pouvoir de la force. J'ai changé depuis. Je suis moins antimilitariste, ou je ne le suis plus. Non, j'en ai marre, trop marre. Marre de vous, marre de cette école, marre de mes parents. Et si vous approchez, je saute. Je vous en défie. Vous avez tort. Très chaleureux, très proche. Yves, il avait quelque chose de bienveillant. Voilà. Le terme sans doute le plus juste, c'était sa bienveillance. Jamais j'ai senti quelque chose de dur ou d'agressif ou d'autoritaire. J'ai eu l'impression vraiment d'avoir tout le temps devant moi quelqu'un qui me portait, enfin donc j'ai appris énormément avec lui. Enfin, j'ai appris, sauf que c'est toujours après qu'on comprend les choses.
J'ai appris ce que, enfin en partie, hein, parce qu'après ça s'est précisé. J'ai appris en gros ce que c'était la mise en scène et la direction d'acteur. C'était voilà, et la différence entre les deux et les différents dispositifs possibles. Voilà. Donc ça a été mon premier, enfin pratiquement le premier, en tout cas la première fois sur une aussi longue période, mon premier contact avec un metteur en scène sur 40 jours, sur un film entier. Et puis il avait déjà une expérience, il avait beaucoup de films derrière lui, donc il avait plein de choses, et des films comme assistant aussi, et donc beaucoup d'anecdotes. Et c'était une façon pour lui aussi, le fait de nous parler beaucoup, de nous mettre à l'aise, de faire de nous des personnes légitimes sur le plateau. Il y avait un rapport d'égal à égal. Enfin, j'avais l'impression que j'étais considéré comme Jean Carmet ou Jean-Marc Thibault, même si évidemment le travail n'était probablement pas avec eux comme il était avec nous. Probablement, ils prêtaient plus d'attention aux jeunes qu'aux plus anciens qui avaient de la bouteille et tout ça. Mais ça ne se ressentait pas. On n'avait pas l'impression, ni moi ni les autres acteurs, je pense, jeunes, l'impression d'être les petits jeunes qui commençaient. On était légitimes. C'est très important. La légitimité sur un plateau est extrêmement importante. Pour un acteur, pour un réalisateur, pour un technicien, on a besoin d'être légitime tout le temps. Ça vous a plu, Chalumeau, le théâtre? Oui, monsieur. C'était presque aussi chouette qu'au cinéma. J'ai lu votre scénario, Chalumeau. Je n'y connais rien au cinéma, mais c'est bourré d'idées, votre texte. Vraiment, Chalumeau. Avez-vous lu à l'Ouest rien de nouveau? Non, monsieur. T'es curieux? Car votre nouvelle ressemble sur certains plans au livre de Maria Remarque. Je savais que je voulais faire du cinéma comme acteur, je voulais être acteur. Je ne savais pas encore que je voulais être réalisateur. Et mon envie de réaliser, elle est arrivée progressivement en faisant des films comme acteur. Mais à l'époque, c'est très confus. Assez vite après, je vais commencer à écrire. Mais c'était plus dans l'idée d'écrire des films dans lesquels je jouerais, enfin un film dans lequel je jouerais. Et puis petit à petit, à force d'écrire, j'ai toujours écrit un peu. Enfin ado déjà j'écrivais un peu. Et puis voilà quoi. Ça c'est. Mais à l'époque, j'avais pas envie de devenir réalisateur. C'est venu vraiment après, en découvrant en fait. Il était évident, moi, je savais pas que Lucas Bellevaux allait devenir un excellent metteur en scène. Mais il était évident qu'il s'intéressait à l'écriture, qu'il s'intéressait au cinéma, dans ce que le cinéma peut avoir de plus noble. Il y a toute une partie du livre qui n'est pas dans le film, évidemment, parce que c'est une adaptation, donc le livre était beaucoup plus long. Et il y a toute une partie où le personnage de Chalumeau veut faire du cinéma, veut devenir metteur en scène. Il le devient d'ailleurs entre sa sortie Les Enfants de troupe, enfin les 5 ans qu'il doit à l'armée, et sa mobilisation en 1939. Il a une période où il travaille sur des plateaux Chalumeau, et puis il doit quitter les métiers du cinéma parce qu'il est mobilisé. Et donc voilà, le rêve de Chalumeau, c'est de faire du cinéma. C'était mon rêve à moi aussi. Et voilà quoi. Donc il y avait des similitudes. Pierre travaillait dans le cioche. Comment on fait pour entrer dans une équipe de cinéma? Tu sais, brigadier, moi je suis machinot, hein, pas Renoir. Par question de conseil... C'est chouette quand même. Ouais, c'est chouette, mais c'est dur. Surtout pour ce que tu veux faire. La réalisation, c'est du rail pour y arriver. Hein. Mais en t'accrochant, je suis sûr que tu y arriveras, parce que t'en as là-dedans, brigadier. Et qu'après cette saloperie de guerre, je te présenterai à mon chef machinot Bébert. Il connaît tout le monde, même Gabin, il lui cause. Oui, je pense qu'assez rapidement, il avait envie d'être metteur en scène. Tu pressentais ça ou... Ouais, il m'en avait parlé. Donc, je savais qu'il n'était pas sûr qu'il réussirait à devenir metteur en scène, mais c'était un rêve qu'il avait. C'est-à-dire à la fois l'envie extrêmement forte d'être soi-même et d'exister pour soi et d'être reconnu pour son talent, etc. Et en même temps l'envie de plaire qui pousse à ou des compromis ou des... Et donc on est tout le temps là-dedans, quoi. C'est est-ce que je veux être dans un cinéma dans le système et dans ce cas-là l'accepter en entier, faire les compromis qu'il faut, ou est-ce que je veux être reconnu pour moi et en
payer le prix, enfin pour moi ou pour oui, enfin en gros pour moi. Enfin est-ce que je veux être reconnu pour le cinéma que je fais, qui est le mien, qui ressemble que au mien ou en tout cas à ce que j'aime. Et dans ce cas-là, peut-être il y a un prix à payer. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là, jusqu'à quel point? Non, d'ailleurs, un des seuls exemples de films qui aillent dans le sens qu'on essaie de définir, qui parlent de choses graves, de choses avérées sur un ton critique, c'est le film de Lucas Bellevaux sur l'affaire Elf, et qui était très réussi d'ailleurs, et très gonflé. Et il n'y a pas beaucoup d'équivalents, c'est certain. Alors, Lucas, qui est un type ambitieux au meilleur sens du terme, c'est-à-dire qui a envie de traiter des vrais sujets et de les traiter sincèrement, de les traiter à fond. Et c'est probablement un des jeunes réalisateurs qui a le plus de véritable ambition à l'heure actuelle. Moi, je crois beaucoup à ce qu'il va faire. Bon, et il peut faire des films qui ont plus ou moins de succès suivant les opportunités, mais je pense que c'est un metteur en scène qui fera beaucoup parler de lui et qui en a dans le moteur. Pas mal, pas mal. Pas mal. C'est très à l'ancienne. Ouais. Ben, ça me fait plaisir. Il représente une parole effectivement libre et un cas quand même assez singulier dans le cinéma français 60, fin des années 60, 70, début 80, où tout à coup, dans une société avec un carcan quand même très fort, une société assez verrouillée politiquement, où tout à coup, il y a un mec, et de cette façon-là, il est le seul, hein, c'est-à-dire dans un cinéma institutionnel, je dirais, enfin un cinéma qui se finance normalement, qui n'est pas un cinéma de pirate, ou qui n'est pas fait en loose day quelque part, etc. C'est un type qui fait des films, qui sort dans les salles, etc. Et il est pratiquement le seul à dire ce qu'il dit, quoi. De cette façon-là, de façon frontale, non détournée. L'histoire du juge Fayard est quand même ahurissante. Ça demande un courage exceptionnel. Presque de l'inconscience, enfin, aller à l'époque faire un film où on prononce le mot sac, où on dit c'est le sac qui a tué le... Bon, là c'est le juge Fayard, il avait changé le nom du juge, mais il n'avait pas changé le nom du sac, mais aussi Dupont-Lajoie, faire Dupont-Lajoie à l'époque, faire RS, et arriver à le faire dans un cinéma... encore une fois institutionnel, mais sans, je dis sans aucune notion péjorative, c'est-à-dire dans le cinéma populaire que les gens vont voir, qui a accès aux salles, etc. Ça reste quand même extraordinaire. Il y a Costa Gavras à l'époque qui fait un cinéma politique, mais il ne parle pas vraiment de la France. Il fait L'Aveu, il fait une section spéciale qui parle un peu de la France, mais d'une ancienne époque. Donc c'est un cinéma courageux politique, mais qui ne parle pas vraiment de la France de l'époque. Boisset, il se prend tout le système plein front, quoi, enfin de face, etc. Et il y va, y compris le public de base, la France de l'époque. C'est quand même extrêmement courageux. Et avec un cinéma en plus intéressant. Donc voilà, il est... oui, je pense qu'il est le seul, ou presque. Enfin non, je crois qu'il est le seul. En fait, il n'y en a pas d'autres qui me viennent, pas d'autres noms qui me viennent à l'esprit comme ça. Après, oui, il y a un cinéma d'extrême gauche, il y a d'autres cinéastes et cinémas courageux, etc. Mais y aller franco aussi frontalement, il est le seul. Et il arrive à imposer ça. Et ça, c'est quand même exceptionnel. À la fois auprès des institutions, enfin du cinéma tel qu'il se fait, qui est quand même un cinéma lourd en France. Et c'est des films qui coûtent cher, c'est pas des films bricolés. Et en même temps auprès du public. Parce qu'il prend le public aussi à rebrousse-poil. Et pourtant, il le fait. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et c'est là où il est à la fois dans l'audace, dans le côté frontal,
très proche de Gibault, et en même temps beaucoup plus fort que Gibault, parce que Gibault finalement va se retrouver dans un cul-de-sac, va finir par arrêter d'écrire des livres, ne va pas faire bouger vraiment les choses, alors que Boisset, oui, lui, il aura continué à faire ses films jusqu'au bout, quoi. Enfin encore maintenant. Alors maintenant il est fait à la télé, mais finalement c'est à peu près c'est la même chose. Oui, ce qui me rapproche, c'est que c'est effectivement les thèmes, les problématiques. Après, ce qui m'en éloigne, je pense qu'il n'y a pas d'opposition profonde. Hein. L'époque est différente. Encore une fois, elle est moins violente, donc les films sont moins violents. Il y a eu, effectivement, l'élection de François Mitterrand, l'alternance, le monde en 30 ans a changé, la société française, il y a deux grandes bascules dans la société française contemporaine, il y a 68 et puis il y a 81. Hein, et je pense que effectivement, on ne parle plus des choses, ou le regard qu'on porte sur la société est plus le même qu'avant 80, les ennemis sont moins clairement identifiés. Enfin, ils peuvent l'être à nouveau, mais on a une conscience. Enfin, le monde s'est tellement complexifié qu'on ne peut plus en parler de la même façon. Mais dans Dupont-Lajoie, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Le juge Fayard, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à ce genre de film. Il fallait que ça soit fait frontalement. Je ne le trouve pas particulièrement lourd. Ou voilà, c'est des beaux films. Et il y en a d'autres. C'est un bon cinéaste, Yves. S'il y a quelque chose, non pas qui nous oppose, mais qui sont des approches un peu différentes, c'est que je rentre dans les histoires par les personnages, et lui va y rentrer par le thème, je pense. Et donc, mais au bout du compte, c'est un peu le même but et un peu le même résultat, probablement. Quand je pense qu'il aurait pu être officier. Le bougre. Présentez Harpe!